Le président Zelensky a déclaré que la guerre serait terminée d'ici Noël. Mais ensuite, on regarde et on apprend que pendant la nuit, pas un seul missile venant du côté russe n'a été intercepté à Kiev. En même temps, Zelensky cherche à obtenir une trêve aérienne. Quelle surprise! Pendant ce temps, dans l'autre guerre, il y a aussi de bonnes nouvelles, parce que cette guerre pourrait être terminée en un jour ou deux. Nous avons fait de grands progrès, du moins c'est ce que dit le président Trump. Nous allons voir ce que valent toutes ces affirmations. Et aujourd'hui, nous n'avons personne de mieux pour le faire. Quelqu'un qui connaît vraiment bien ces deux dossiers. Patrick Henningsen, journaliste et analyste géopolitique. Il est le fondateur du site d'analyse d'actualité 21stcenturywire.com, l'animateur de l'émission Sunday Wire et un ami de notre émission. Patrick, comme toujours, bienvenue à nouveau. C'est un plaisir d'être avec vous, Daniel. Bon, écoutez, entrons directement dans ce qui s'est passé, surtout ici pendant la nuit. Il y a eu une nouvelle attaque contre Kiev. Mais je pense que l'information majeure, comme vous le voyez dans le coin inférieur gauche, c'est que l'armée de l'air ukrainienne a déclaré, cela vient d'ailleurs des médias ukrainiens, que 24 missiles balistiques et 4 missiles hypersoniques ont été lancés pendant l'attaque, ainsi que 115 drones de type Shahed. Aucun des missiles n'a été intercepté. Et apparemment, peu de drones Shahed l'ont été non plus, puisqu'un certain nombre de sites ont été touchés. Dans l'encadré à droite, vous voyez ce qui brûlait. C'était pendant la nuit, avec cet incendie, comme vous le voyez. Mais cette autre image ressemble étrangement aux installations de Wildberries qui ont été souvent frappées en Russie. On dirait encore une de ces situations où l'Ukraine fait quelque chose. Puis la Russie répond plus fortement en visant le même type de cible de l'autre côté. Comment interprétez-vous cet échange actuel? Eh bien, il faut se rappeler que cela intervient dans le sillage de ce qui ne peut être décrit que comme une horrible attaque terroriste menée par les Ukrainiens qui ont massacré des touristes russes sur une plage lors d'une attaque de drone. Je veux dire, n'importe qui considérerait cela comme une attaque terroriste flagrante. Mais cela n'a pratiquement pas reçu de véritable couverture en Occident. Ou alors, on ne met jamais l'accent sur ce genre de choses que fait l'Ukraine. Pourtant, elle suscite toujours une réaction russe très très forte. Et j'ai vraiment du mal à comprendre quel est le calcul du côté ukrainien, quel avantage ils pensent pouvoir tirer du fait de lancer ce type d'attaque terroriste. Et c'est pas la première d'ailleurs, il y en a eu tellement, ainsi que d'autres attaques contre les installations de Wildberries, par exemple, et contre des infrastructures civiles, des cibles civiles à l'intérieur de la Russie. Est-ce que c'est le cas, comme si souvent, où ces attaques sont programmées en même temps que des réunions militaires, des visites à Washington ou des réunions du G7? Est-ce que l'idée, c'est de dire que Zelensky joue encore un mauvais tour à Poutine, que Poutine est ébranlé et que ces attaques contre la Russie déstabilisent le président et sapent la confiance des Russes dans leur gouvernement? Je veux dire, est-ce que c'est ça l'objectif? Je me le demande. On dirait qu'ils pensent tirer un avantage politique de ce genre d'action. Mais d'un point de vue militaire, Daniel, je ne vois pas du tout en quoi ça sert les intérêts de l'Ukraine. Parce que ce que ça fait, c'est affaiblir de plus en plus leur position. Et, probablement, à terme, cela va accroître la pression sur la population ukrainienne, qui fera alors pression sur le régime de Kiev pour tenter de mettre fin à cette guerre impossible à gagner, de plus en plus considérée comme impossible à gagner, y compris par les Ukrainiens. Alors, qui est dans la salle de contrôle centrale et dirige tout cela? Qui sont-ils? Les services de renseignement américains, les Britanniques, les Israéliens, les factions ultranationalistes ukrainiennes? C'est vraiment difficile à comprendre. Oui, et ça amène à 2 ou 3 autres points. Au fait, est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro un tout petit peu?
Oui, désolé. Parce que, regardons ça. Revenons quelques jours en arrière. Zelensky a dit qu'ils œuvreraient à mettre fin à la guerre avant l'hiver, ou avant Noël, apparemment. Il a dit qu'il chercherait à exercer différentes formes de pression. Donc le point ici, c'est qu'ils disent « Nous voulons faire pression ». C'était le 3 août. Porter les efforts diplomatiques, les frappes, les sanctions et les mesures imposées par les gouvernements partenaires à un niveau où la Russie n'aurait plus d'autre option viable que la paix. Puis, à la veille de cela, c'était aussi le même jour, Zelensky a proposé à la Russie un cessez-le-feu aérien et le gel de la ligne de front. Les deux camps cesseraient les frappes aériennes, veut-il dire, en particulier celles qui visent les infrastructures énergétiques, puis il mettrait fin aux hostilités le long de la ligne de front actuelle. Mikhailo Podolyak, conseiller auprès de la présidence, a exposé les détails de cette initiative. Zelensky est prêt à rencontrer Vladimir Poutine en personne si ces discussions peuvent contribuer à mettre fin à la guerre. Donc, ces deux choses semblent aller de pair. Mais enfin, d'abord, de quoi parle-t-il pour accroître la pression sur la Russie, à part ces attaques extravagantes? Parce que, comme vous venez de le dire, cela risque davantage de renforcer la détermination russe que de les amener à la table des négociations. Et puis, je pense qu'il dévoile son jeu en disant « Écoutez, que diriez-vous d'un cessez-le-feu » Mais sur quelle base demanderiez-vous cela, Patrick? C'est ce que l'Ukraine réclame depuis toujours, n'est-ce pas? En réalité, un cessez-le-feu aérien et un cessez-le-feu au sol. Quelle motivation la Russie aurait-elle donc à accepter ces choses? Nous avons déjà vu exactement ce scénario de la part de l'Ukraine. Croire qu'elle peut dicter ses conditions à la Russie, imposer un accord de cessez-le-feu, envoyer la formule de paix de Zelensky. Nous en avons vu de nombreuses versions. Et à un certain niveau, c'est délirant, parce que pour faire cela, il doit croire qu'il est en train de gagner ou qu'il est du côté des gagnants. Et bien sûr, toute la presse et tous les médias occidentaux présenteraient cela comme la conclusion à tirer. Donc, d'une certaine manière, Daniel, on peut voir cela comme une gigantesque opération de propagande. Zelensky, les médias occidentaux de l'OTAN, tous les grands médias en Occident, ont construit ce récit selon lequel la Russie est en train de perdre, l'Ukraine a renversé la situation, l'Ukraine prend l'ascendant militairement, et la population russe est fatiguée. Yes, sir. Poutine est sur la défensive. Alors, du point de vue occidental, cette offre de Zelensky a parfaitement du sens. Il se dirait, bon, l'Ukraine est en train de gagner, donc il va proposer un accord aux Russes. Et puis, bien sûr, les Russes vont naturellement le refuser. Ensuite, l'Occident dira, regardez, nous avons proposé un accord à la Russie, une occasion de cesser le feu. Ils ont refusé. Donc on ne peut pas négocier avec ces Russes. Ils font donc régulièrement cet exercice pour renforcer l'idée qu'il n'existe pas de solution diplomatique avec ces orques, vous savez, ces méchants Russes. Ils refusent tout simplement d'écouter la raison. Et c'est essentiellement, à bien des égards, une tactique de négociation israélienne éprouvée, conçue pour faire échouer les négociations. C'est un type de manœuvre similaire à ce qu'Israël fait depuis des décennies. Et maintenant, les États-Unis ont en quelque sorte perfectionné cette méthode israélienne et Zelensky est bien de la même école. Il a dû suivre l'atelier animé par Netanyahou parce qu'il joue exactement comme les Israéliens le feraient. Mais là, c'est légèrement différent, bien sûr. Je vois toutefois tout cela converger avec la campagne de propagande des médias occidentaux, avec la rhétorique des responsables politiques occidentaux, selon laquelle nous avons franchi un cap. Tout cela se passe donc dans une sorte de réalité virtuelle occidentale, si vous voyez ce que je veux dire. La réalité sur le champ de bataille, en revanche, est aux yeux des Russes, et d'ailleurs aux yeux des Ukrainiens sur le terrain, qui, j'en suis sûr, sont de plus en plus nombreux à voir à travers cette illusion peinte par ce dictateur non élu.
Ils ont en ce moment un ancien acteur qui se fait passer pour un président. Ils sont pas dupes. Donc, il y a deux mondes virtuels différents. Un monde virtuel à l'ouest, auquel Zelensky s'adresse avec toutes ses provocations de mise en scène, et les médias soutiennent ce récit. Et du côté russe, c'est complètement différent. Aucune diplomatie, aucune chance de diplomatie. Je pense que c'est ça, l'intention en réalité. Si vous cherchez vraiment quelle est la motivation, quel est l'objectif final de tout ça, c'est simplement de renforcer encore l'idée qu'il ne peut pas y avoir de solution diplomatique, que la machine de guerre se mette en marche en Europe et aux États-Unis, et faisons de l'argent. D'accord, mais vous savez quoi? Je veux dire, vous avez raison. Ils ont déjà essayé ça. Ils ont déjà fait exactement la même chose, en essayant de faire passer Zelensky pour celui qui est raisonnable, ou je ne sais quoi. Mais quel impact ça a réellement? Je veux dire, comme vous l'avez dit, ils font ça depuis des années, et surtout ces 2 dernières années, vraiment depuis le retour de Trump. Ils ont beaucoup essayé cette stratégie. Quel impact est-ce que ça a sur quoi que ce soit? Qui se soucie de ce que pensent les Américains, s'ils s'en soucient eux-mêmes, s'ils y prêtent seulement attention? Parce que maintenant, c'est devenu une sorte de bruit de fond. Alors je ne vois même pas quel est l'objectif réel de ce genre de stratégie dont vous parlez. Il y a clairement un décalage majeur ici, parce que cela coïncide avec ce qui pourrait être une victoire décisive du côté russe, si par exemple ce blocus d'Odessa tient, et si les signes indiquant que la position de la Russie autour de Mykolaïv et d'Odessa se renforce, se confirment. L'Ukraine s'affaiblit, et toutes ces autres villes forteresses tombent au moment même où nous parlons aujourd'hui. Et Kharkiv devient alors soudainement indéfendable. C'est un changement radical. Nous pourrions assister à une fin très rapide d'un conflit très long et interminable. Et souvent, Daniel, les guerres se terminent par un coup de tonnerre final qui dément totalement la lenteur des avancées et l'usure qui semblait devoir durer éternellement. Et c'est certainement ainsi qu'on pourrait décrire ce conflit. Beaucoup le décriraient ainsi. Mais sur le plan stratégique, si l'Ukraine perd la côte, il n'y a vraiment plus rien que l'OTAN puisse faire. Il n'y a plus rien que l'OTAN puisse faire sur le flanc sud. C'est tout. C'est fini. À ce stade, ce ne serait plus qu'un État résiduel. Et ce serait un énorme bouleversement géopolitique, aussi important que ce que nous voyons dans le Golfe Persique. Donc, je dirais que nous assistons peut-être simplement à des tactiques désespérées visant à retarder ce qui est inévitable. Cette guerre est impossible à gagner pour l'Ukraine et elle ne pourra pas conserver tous ses territoires. Oui, et je vais revenir dans un instant sur certaines des mesures désespérées prises ici. Mais je veux rester sur le sujet que vous venez d'évoquer, celui des négociations. Le 3 juin, donc il y a presque exactement 2 mois, le secrétaire d'État Marco Rubio a comparu devant une commission du Sénat. On l'a interrogé sur la situation avec la Russie, et il a dit « Hey, on a choisi un camp. Nous ne sommes pas du côté de la Russie. Nous avons choisi l'Ukraine. Nous sanctionnons la Russie. Nous ne sanctionnons pas l'Ukraine. Nous donnons des missiles à l'Ukraine, pas à la Russie, et ainsi de suite. » Il a dit « On a simplement choisi un camp. » Clairement, sans ambiguïté, noir sur blanc, nous choisissons un camp. C'est exactement sa formule. Et puis, il y a quelques jours, dans une interview, voilà que ce même Rubio apparaît. Je pense que l'accord immédiat, celui sur lequel vous semblez vouloir vous concentrer, concerne le détroit. Le détroit, vous savez, des navires y circulent, du pétrole y transite en ce moment même. Le détroit reste ouvert malgré tout. Désolé, Gary. Oui, ce n'est pas le bon extrait. Je suppose qu'on ne l'a pas. D'accord. Enfin bref, il a plutôt dit « Écoutez, il essaie juste de se présenter comme l'homme raisonnable.
Nous essayons simplement de négocier. Nous pensons que le président Trump est dans une position unique pour ce qu'il a dit d'ailleurs dès sa première semaine au pouvoir. Il est dans une position unique pour parler à ces deux personnes et essayer de les rapprocher. Et je me dis juste, mec, ça fait moins de 2. En fait, je crois que ça faisait exactement 2 mois depuis le jour où tu as dit ça, celui où nous avons choisi un camp. Et maintenant, tu dis que tu es un médiateur neutre. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est censé en penser? Eh bien, regardez, si on reste dans le cadre de l'Ukraine, les Ukrainiens attaquent des navires de commerce turcs en mer Noire. La Turquie est un pays de l'OTAN. Ce genre de provocation, enfin, ce sont vraiment des attaques terroristes. Il n'y avait aucune logique derrière. Au moins concernant le détroit d'Ormuz, on peut soutenir que l'Iran applique les termes du protocole d'accord qu'il a signé avec les États-Unis. Ce qui se passe en mer Noire n'a ni queue ni tête, si ce n'est qu'il s'agit de provocations assez débridées de la part de l'Ukraine et de ceux qui tirent les ficelles derrière elle. Et tout cela au nom de quoi? De la liberté de navigation. Rubio est le champion du droit international ces temps-ci, n'est-ce pas? Il devrait y avoir une liberté de circulation et personne ne devrait pouvoir imposer de péage. Pourtant, les Turcs imposent des péages, les Égyptiens imposent des péages et tout le monde impose des péages. Et là, nous avons un parfait exemple où Rubio pourrait faire preuve d'un peu de cohérence dans la manière dont il applique ses principes sur le système international, les voies navigables, la liberté du commerce et tout le reste. Mais ils n'ont rien à dire pour réprimander les Ukrainiens. Cela montre simplement à quel point les États-Unis font preuve de duplicité, de 2 poids, 2 mesures flagrants et d'une incohérence totale dans leur politique. Et c'est la définition, c'est ce qui caractérise cette administration Trump. Totalement chaotique, incohérente, inconsistante, hypocrite et sournoise, dirais-je aussi. Mais nous pourrons revenir plus tard sur ce qui se passe avec l'Iran. Oui, absolument. Vous avez évoqué il y a une minute une forme d'action désespérée, enfin des choses qui sembleraient saper tout ce qui se joue ici. D'un côté, Zelensky dit « Oui, je vais faire pression pour parvenir à une issue diplomatique à cette guerre. Je propose un cessez-le-feu. » Et puis, dans la nuit, on a eu 2, enfin, on ne peut les qualifier autrement que d'attentats terroristes. On dirait presque des règlements de compte mafieux. Le gendre d'un responsable des forces aérospatiales russes a été tué dans une explosion à Moscou. Un développeur russe de drones FPV a été grièvement blessé lors d'une tentative d'attentat à la voiture piégée. Comment il a survécu à ça? Je n'arrive même pas à l'imaginer, mais il a survécu d'une manière ou d'une autre. Mais c'était une tentative d'assassinat. L'autre attaque ne visait pas des militaires. Je veux dire, il y a déjà eu de nombreuses fois, et je n'ai jamais compris pourquoi la Russie n'avait jamais répondu coup pour coup lorsque des généraux étaient assassinés à Moscou, dans la capitale. Et maintenant, on étend cela aux membres de leur famille et aux opérateurs civils de drones à l'intérieur de la Russie. Qu'en pensez-vous? Davantage de provocations, davantage d'attentats terroristes. Enfin, au fait, d'où leur viennent les renseignements pour faire ça? Parce qu'on entre là dans du renseignement, de la surveillance, de l'identification de cibles, par signature, et ce genre de choses à un niveau très poussé. D'où cela vient-il? Des Britanniques? Des Américains? Pourraient-ils éventuellement partager des renseignements avec les Ukrainiens? Enfin, voyons. Bien sûr qu'ils le pourraient. Donc, ça se produit absolument. Mais dans quel but? Dans quel but? Regardez combien il y en a eu. Ils cherchent clairement à provoquer une réaction russe. Ils cherchent une provocation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que ce dont nous sommes témoins ici, c'est, je crois, beaucoup de discipline de la part de la Fédération de Russie, qui ne répond pas à cela, qui n'exerce pas de représailles de la manière que je pense les Européens espèrent désespérément.
Pour qu'ils fassent ça, vous savez, peut-être même que les États-Unis espèrent qu'ils le feront, parce que ça ouvrirait les vannes pour faire passer cette guerre en Europe au niveau supérieur, à une phase critique. Et alors tout le monde pourrait se retrouver enfermé dans ses positions respectives. Et on pourrait avoir une nouvelle course aux armements qui tournerait à plein régime pendant les 10 ou 20 prochaines années. Enfin, on dirait que c'est ça, le plan. Ou alors, du point de vue ukrainien, c'est leur seule porte de sortie. Pour Zelensky, c'est sa seule option. Il faut étendre la guerre, l'intensifier, impliquer l'Europe, réimpliquer l'Amérique. C'est tout. Pour lui, c'est existentiel. Et pour les ultranationalistes en Ukraine, ce qu'il en reste en tout cas, même s'ils sont de plus en plus impopulaires, c'est leur seule chance de survie. Oui, mais je pense que, et c'est peut-être évident, ce n'est pas une chance de survie. C'est seulement une autre manière de mourir. Et en fait, c'est une manière plus rapide, contrairement à la seule chose qui pourrait assurer une forme de survie. Négocier selon des conditions qui ressembleraient à celles de juin 2024, si c'est encore seulement envisageable. Je n'en sais rien. Mais voilà le problème. Ils arrivent à court. Que Zelensky veuille un accord d'ici Noël ou non, il pourrait être confronté à une forme de règlement, parce que cette attaque, hier soir, aucun des missiles n'a été intercepté. Et il y a un problème parallèle, parce que rien ne se passe dans le vide. Les États-Unis disent aussi, au fait, nous avons presque épuisé tous nos missiles offensifs et défensifs, du moins tous ceux que nous pouvons fournir ici. Donc, toute cette histoire autour de Zelensky, quand il était avec Trump pendant les funérailles de Lindsey Graham, comme quoi on allait avoir une nouvelle usine de missiles pour fabriquer des intercepteurs, etc. Ça n'arrivera pas. Premièrement, ça ne se fera probablement même pas concrètement. Mais même si ça se faisait et que tout fonctionnait parfaitement, il faudrait 4 ou 5 ans avant que le moindre missile sorte de cette chaîne de montage. Donc, pour cette guerre, ça n'a littéralement aucune importance. C'est juste du bruit de fond, rien de plus. Mais étant donné qu'ils n'ont apparemment plus de missiles intercepteurs, dans la mesure où ils étaient vraiment très efficaces de toute façon, et que nous aussi, nous commençons à en manquer, donc que nous n'avons plus rien à leur donner, qu'est-ce que cela vous dit sur l'évolution de cette guerre, sur le champ de bataille ukrainien, dans le mois ou les 2 mois qui viennent? Écoutez, même si c'était vrai, et qu'il lançait une nouvelle production d'intercepteurs PAC-3 et de toutes ces autres munitions essentielles nécessaires pour créer ces dispositifs de défense intégrés complexes, comme ceux sur lesquels l'Ukraine s'appuie pour défendre Kiev, Lviv et certaines de ses installations, ce n'est pas une stratégie. En gros, ce qu'on voit ici, c'est la prolongation du mythe du dôme de fer. Un mythe qui a vraiment commencé pendant la première guerre du Golfe, puis qui a connu d'autres déclinaisons avec les Israéliens par la suite. Dans l'esprit américain, cela a été mythifié comme un grand miracle technologique, alors qu'il ne s'agissait en réalité que de batteries de missiles Patriot intégrées, en fait, et à peine améliorées. Et c'est pareil avec les systèmes antimissiles THAAD et tous ces autres systèmes. Ce n'est pas une stratégie. On ne peut pas provoquer et attaquer ses voisins, déclencher des guerres, comme Israël le fait régulièrement, puis compter sur cette supériorité mythique du dôme de fer pour vous protéger contre des salves de missiles. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une politique viable pour aucun pays. Mais en ce sens, et c'est très inquiétant, l'Ukraine agit, ressemble et parle de plus en plus comme Israël. Et Zelensky a en quelque sorte adopté cette attitude à la Netanyahou, se promenant en treillis ou je ne sais quoi, comme s'il dirigeait pratiquement le monde, avec tous ces dirigeants occidentaux qui se prosternent à ses pieds, comme ils le font avec Netanyahou.
Alors que Zelensky lui-même est sans doute, à un certain niveau, tout autant un criminel de guerre que n'importe qui d'autre, y compris Netanyahou. Mais c'est un désastre pour l'Ukraine, tout comme les politiques et les tactiques d'Israël sont un désastre pour le Levant, un désastre sans réserve. Et donc, encore une fois, tout cela est acceptable en Occident. Et c'est ce que nos représentants et nos sénateurs adorent, parce qu'ils adorent ce récit, parce qu'ils donnent l'impression qu'il s'agit simplement de défendre l'Ukraine. Nous devons défendre la démocratie. Nous devons défendre l'Ukraine. Nous devons les aider à se protéger contre les agresseurs, contre les autoritaires. Cela s'inscrit parfaitement dans ce récit politique, et c'est pour cela que ça continue et se reproduit encore et encore. Mais cela ne correspond pas aux réalités sur le terrain. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quoi qu'il en soit, je veux avoir votre avis sur cette dynamique à l'intérieur de la Russie. Parce que vous dites que l'Occident et l'Ukraine essayent de provoquer la Russie pour qu'elle fasse quelque chose de plus important, de plus spectaculaire, et ainsi de suite. Je ne sais pas. J'imagine que l'Occident et l'Ukraine pensent que si les Russes font ça, ils pourront de nouveau rallier le soutien de l'opinion publique et le raviver dans un sens anti-russe ou peu importe. Mais il y a un autre calcul de ce côté-ci, du côté russe. Parce que je peux vous garantir que si un Américain était assassiné, quelqu'un de chez Raytheon, ou le gendre de quelqu'un chez Raytheon, ou quelqu'un chez Raytheon qui développait des missiles, s'il était assassiné par l'Iran sur le sol américain, nous deviendrions fous. Et nous dirions qu'il y aura des représailles. Et ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Mais si en plus, Galveston Beach est touché par un missile et que des gens sont tués, personne aux États-Unis ne va accepter que le président reste passif et dise simplement « Bon, continuez la guerre, ce n'est pas grave, faites juste ce que vous faisiez déjà ». Les gens vont exiger une forme d'action. Et quand ce genre de choses s'accumule, et que maintenant des usines Amazon à Beaumont, au Texas, sont touchées, ou qu'il se passe quelque chose en Alabama, et ainsi de suite, que cela commence à se répandre un peu partout, les gens vont dire « Mec, vous êtes toujours vivant, Monsieur le Président ?» Il doit y avoir quelque chose de comparable en Russie. J'ai lu certaines choses là-dessus et je me demande comment vous voyez la pression exercée sur Poutine pour qu'il fasse ça, ou au contraire pour qu'il ne tombe pas dans leur piège. Mais son pays aussi est frappé de cette manière. Quelle est la dynamique? C'est une question très difficile pour la Russie, et les Faucons y disposent assurément d'une très grande tribune. Mais là encore, si vous allez en Russie, si vous y passez un peu de temps, surtout au contact du monde politique et des débats sur la sécurité nationale dans ce pays, vous comprendrez qu'ils ont un réseau et des mécanismes très sophistiqués pour construire le consensus. Le président Poutine n'en est qu'un élément. Il y a de très nombreuses autres couches. Ils ont beaucoup d'institutions, des institutions universitaires, des institutions verticales héritées de l'époque soviétique, ainsi que des bureaucraties très solides, très épaisses et renforcées. Et tout cela, y compris la couverture médiatique, ce n'est qu'une partie du tableau. Ce que nous voyons du côté des Faucons en Russie, nous le voyons beaucoup dans les médias. Et nous pouvons lire des tribunes très virulentes, par exemple, de certaines de leurs figures de premier plan du club Valdai, d'anciens généraux et d'anciens conseillers du président. Il n'en manque certainement pas pour dire en substance, il faut en finir avec ça. Il faut tirer un trait là-dessus, et vite. Mais d'une certaine manière, je trouve ça assez intéressant, parce que nous, en Occident, nous décrivons la Russie comme si c'était simplement une dictature autoritaire monolithique, sans opinions divergentes, sans débat, ni rien de ce genre. Donc, ce n'est pas vrai du tout. Il existe un large éventail de positions. Cela dit, en Russie, pour construire ce consensus, les gens respectent l'opinion des partisans de la ligne dure.
Même les modérés la respectent. C'est un débat légitime qui a lieu. De même, les partisans de la ligne dure respectent la position de Poutine. Poutine est un modéré d'ailleurs, comparé à beaucoup de positions bellicistes défendues par certains grands experts militaires russes. Mais toutes ces positions finissent par se rejoindre et former le consensus politique. Personne n'appelle au renversement de Vladimir Poutine. Vous savez, Prigojine n'attend pas aux portes avec 30 000 hommes prêts à franchir les murs du Kremlin. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui est frustrant et difficile, c'est que la Russie est actuellement soumise à une pression financière très très forte, ainsi qu'à son incapacité à exporter du pétrole en raison des sanctions et des attaques de l'Ukraine contre ses capacités de raffinage, et ainsi de suite. La pression sur la Russie est énorme. Mais il y a aussi une détermination nationale. Ils comprennent que ce n'est pas seulement eux contre Zelensky, c'est eux contre l'ensemble de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique et le système financier international. Ils le comprennent. Les gens le comprennent globalement, je pense. Et même s'ils ont peut-être, à contre-cœur, des opinions très tranchées sur la manière de mener les derniers jours de ce conflit, au bout du compte, ils ne vont pas se substituer au président, qui adopte une approche très pragmatique et très rationnelle. Parce qu'il y a aussi autre chose que nous ne percevons pas en Occident. Un véritable débat sur les réalités politiques. Et ces réalités politiques sont les suivantes. Si vous allez absorber du territoire en Ukraine, vous allez gouverner les gens qui y vivent. Vous ne pouvez pas pratiquer la politique de la terre brûlée comme le font les États-Unis. Vous savez, envoyer 7000 missiles Tomahawk, des missiles de croisière, puis simplement arriver après avoir acheté l'opposition et instaurer une zone verte. Ce n'est pas ainsi que la Russie procède. Elle veut absorber ces zones russophones et d'origine ethnique russe. Elle ne peut se permettre aucune victime civile. 0 victime. Presque 0. Et ce qui est formidable, Daniel, c'est que du côté libéral en Occident, il y a des gens qui pensent encore que la Russie a commencé cette guerre. Or, la Russie ne l'a pas commencée. Cette guerre a été déclenchée par les États-Unis d'Amérique en février 2014, lorsqu'ils ont financé et orchestré une guerre civile violente, un coup d'État illégal, un coup d'État anticonstitutionnel et une guerre civile violente, ce qui a conduit à février 2022. C'est la réalité. La Russie réagit aujourd'hui à une guerre déclenchée par les États-Unis. C'est la réalité de la situation. Dans ce contexte, les gens en Occident doivent comprendre que les objectifs de la Russie et sa manière d'en finir avec cette guerre sont très différents de la façon dont un pays européen envisagerait d'y mettre fin. Pour la Russie, l'horizon est de 50 ans. C'est le temps qu'il faudra pour intégrer ces nouvelles régions. Et ce qu'elle fait, c'est simplement consolider l'avenir de son pays. Parce qu'elle sait que si elle ne tient pas bon ici, quelle que soit la durée, 10, 15, 20 ou 30 ans, alors ce sera une menace existentielle pour la Russie en tant que nation. Parce que des Européens ont menacé de découper la Russie en 10 morceaux. C'est pas une simple conversation en l'air. Ça vient de la présidente de l'Union européenne. Ça vient de hauts responsables de pays de l'OTAN. Alors ne pensez pas que tout cela tombe dans l'oreille d'un sourd. Même si chez nous, l'auditeur occidental moyen ou les médias ignorent tout ça, ils se disent « Oh, c'est juste, c'est Kaja Kallas qui fait du Kaja Kallas. » Vous voyez ce que je veux dire? Non. En Russie, ces choses sont prises très au sérieux. Et cela alimente aussi la machine à fabriquer le consensus en Russie, celle qui finit par se traduire en politique. Donc cela influence très fortement la politique aussi. Les deux aspects de cette situation. Pour revenir à ce point, il n'y a plus de missiles intercepteurs. Et ça, c'est dans la capitale. Vous pouvez imaginer que dans d'autres endroits, il y en a encore moins.
Les États-Unis n'ont rien à leur donner. Rien n'arrive. Qu'est-ce qui va se passer d'ici à la fin de l'année? Donc ça pose un vrai problème. L'une des choses que vous avez probablement remarqué, Daniel, c'est que la Russie possède l'une des meilleures forces aériennes au monde, sans aucune contestation possible. Vous savez, les États-Unis et la Russie ont les deux meilleures forces aériennes du monde, sans aucune contestation possible, avec des flottes et des flottes d'escadrons de chasseurs de 5e génération, les meilleurs pilotes de la planète, les meilleures munitions guidées par laser, et ainsi de suite. Et ils ont montré à quel point ils pouvaient être efficaces, récemment dans des endroits comme Alep-Est, mais aussi en Tchétchénie, à Grozny. Alors, réfléchissez-y. Mais ils ont limité l'emploi de leur puissance aérienne, parce que la Russie ne semblait pas juger prudent de sacrifier le moindre avion face à la menace des capacités antiaériennes américaines entre les mains de l'Ukraine. Ils ont donc pris une décision très pragmatique. Et cela a beaucoup façonné ce conflit, le rendant très différent des conflits précédents que nous avons vus dans le monde, pas seulement entre ces acteurs-là, mais aussi entre d'autres acteurs. En dégradant la défense aérienne ukrainienne, qui est en réalité, au fil du temps, la défense aérienne américaine et celle de l'OTAN envoyée sur place, on entre maintenant dans une nouvelle phase. Et quand on parle d'une fin rapide et accélérée du conflit, la puissance aérienne russe peut alors jouer un rôle décisif, en confirmant la fin de ce conflit en beauté. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que nous avons reçu Ted Postol dans l'émission. D'ailleurs, pour tous ceux qui voulaient le savoir, nous recevons Ted Postol aujourd'hui à 13h. Il sera de nouveau avec nous et nous apportera une partie de son incroyable expertise. L'une des choses qu'il a dites, je crois que c'était lors de sa dernière intervention chez nous, c'est que les intercepteurs patriotes ne sont pas si efficaces pour abattre les missiles entrants. En fait, ils sont même plutôt mauvais à ça. En revanche, contre les avions ennemis ou certains missiles plus lents, oui, il a dit que c'était assez efficace. Ils peuvent encore abattre l'aviation russe, s'ils en ont. Mais s'il n'y a plus de ces missiles PAC-3, qui sont efficaces contre les avions russes, cela ouvre le ciel d'une nouvelle manière. C'est le cas. Et la Russie dispose aussi de munitions à distance très efficaces et de bombes planantes qu'elle n'a pas encore pleinement utilisées. Elle en a utilisé certaines, mais elle n'a pas encore exploité pleinement cette capacité. Donc l'Occident voit ça en se disant « Oh, la Russie est à bout de souffle. Regardez le temps qu'elle met à prendre si peu de territoire. » Combien de fois avez-vous entendu cet argument de la part des commentateurs occidentaux, comme si la Russie n'était pas capable de faire la guerre, pas capable d'infliger une force écrasante à ses adversaires? Bien sûr que si, elle en est capable. Mais il ne s'agit pas de savoir si la Russie peut ou ne peut pas le faire. La question, c'est comment le faire, compte tenu de ses objectifs que j'ai exposés plus tôt. Et puis, encore une fois, la Russie raisonne sur un calendrier différent. C'est donc vraiment une épreuve de patience en ce qui concerne l'opinion publique en Russie, mais aussi de discipline au sein de l'opération militaire. Et je pense qu'ils ont récemment pris des décisions assez évidentes sur le plan du personnel, comme beaucoup d'autres l'ont souligné, pour montrer qu'ils entrent maintenant dans cette phase décisive, où ils vont mener des actions sérieuses contre des bastions qu'ils avaient auparavant laissés de côté, parce que ce n'était tout simplement pas praticable et qu'ils n'avaient pas suffisamment affaibli l'ennemi. Je pense que nous sommes peut-être désormais face à une situation différente. Encore une fois, regardez l'histoire, Daniel. Voyez à quelle vitesse ces choses peuvent se terminer. Regardez toutes ces longues guerres. Et puis soudainement, à la fin d'un conflit historique,
il y a une poussée massive, une offensive ou une contre-offensive massive. Et tout à coup, ils prennent 4-20% de territoire en plus par rapport à ce qu'ils avaient pris durant les 4 années précédentes. Cela arrive tout au long de l'histoire. C'est généralement parce que l'autre camp est tellement épuisé, affaibli et démoralisé, et aussi parce que ses alliés l'ont abandonné à un point tel qu'il ne peut plus se battre avec la même vigueur qu'au début du conflit. Regardez l'Ukraine, et on pourrait soutenir que nous sommes peut-être en train d'entrer dans cette phase-là, précisément maintenant. Eh bien, c'est possible. Et encore une fois, vous imaginez si la Russie décidait de lancer une grande offensive, une vaste opération aérienne, disons sur la ligne de front, et que cette fois, elle disposait réellement d'une puissance aérienne à engager, au lieu de se contenter de drones et d'artillerie. Ce serait une toute autre affaire. On verra si cela va se produire. Mais rien n'arrive en vase clos, comme je l'ai dit. Il y a des répercussions directes. Nous avons donné tellement de matériel à l'Ukraine, surtout en matière de défense aérienne, que maintenant, nous n'avons plus rien à leur donner. Et vous ne le sauriez pas en écoutant le président Trump, parce que selon lui, tout va vraiment très bien ici. D'ailleurs, voici un post sur Truth Social datant d'hier. Il a publié sur son propre Truth Social un titre à son sujet disant « Un accord est imminent ». Hier, Howard Lutnick, je crois que c'était lui, Scott Bessent, est passé sur Fox News et a dit « Oui, des négociations sont en cours. Un accord pourrait être annoncé dès aujourd'hui, peut-être demain. » Ce qui correspond donc à aujourd'hui. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu au sujet d'un accord. Mais hier soir, devant Air Force One, le président Trump nous a expliqué à quel point les choses se passaient bien. Oui. They saw all the goods being loaded. They saw everything. They knew exactly what was happening. And I think it'd be very smart to make a deal. We'll see what happens. Je pense qu'il serait très avisé de conclure un accord. Nous verrons ce qui se passera. Ils ont passé une très bonne journée. Les négociations se sont bien déroulées. La bourse a énormément progressé ces 3 ou 4 derniers jours. Nous avons établi de nouveaux records en bourse aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Je crois que cela fait maintenant environ 78 fois sur une période très courte. Donc, beaucoup de bonnes choses se produisent. Les chiffres du commerce sont phénoménaux. Vous l'avez vu, nos chiffres économiques sont incroyables, comme jamais auparavant. Les investissements dans notre pays atteignent un niveau que personne n'aurait même imaginé. Nous nous en sortons vraiment très bien. Vous savez, il dit que tout va vraiment très bien, et presque rien de tout cela ne portait sur la conduite réelle de la guerre, parce qu'il raisonne en fonction de choses qu'il peut manipuler. Par exemple, la bourse monte bien, le prix du pétrole baisse. C'est effectivement vrai, mais ce n'est pas représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Que pensez-vous de son insistance sur cet extrait? L'essentiel portait sur ce pourquoi il se félicite lui-même, à savoir des indicateurs économiques. Vous voyez à quelle vitesse il se réfugie derrière la bourse comme indicateur de la réussite générale des choses. Il est très focalisé sur la bourse. Ça devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur ses priorités, sur les priorités de son cercle rapproché et sur celles des gens qui l'entourent. Je ne parle pas forcément du président lui-même parce qu'il pourrait ne pas être au courant, mais les gens autour de lui et proches de lui, eux, gagnent Sectional Booktoling. Avec une connaissance préalable de ces annonces, et c'est désormais documenté, et cela fera l'objet d'une enquête. Je veux dire, les Iraniens publient des rapports sur des délits d'initiés de Trump,
Et cela devrait être extrêmement embarrassant pour les Américains et certainement pour la Maison-Blanche. Alors il est engagé dans toute cette diversion. Vous savez, Daniel, je n'appellerais même pas ça du taquing. Ce n'est pas que Trump se dégonfle. C'est que Trump est le nouveau Baghdad Bob. Il parle comme Baghdad Bob maintenant. Tout va très bien. L'économie n'a jamais été aussi forte. Nous n'avons jamais été aussi forts. Notre pays est tellement en feu, nous gagnons. Les Iraniens supplient pour conclure un accord. Je veux dire, il est à fond là-dedans. Au fait, c'est plutôt une bonne imitation, en fait. Vous pourriez envisager d'aller plus loin dans cette voie. Enfin bref, pardon, je vous ai interrompu. Je suis disponible pour les fêtes, les anniversaires et les bar mitzvahs. Parlez-en à mon agent. Il faut juste que je trouve la perruque. Je le ferai. Mais là, ça atteint des niveaux ridicules. Et je pense que le meilleur mot pour décrire ça, c'est celui qu'a utilisé Robert Barnes, la confabulation. Trump souffre de confabulation aiguë, et vraiment, c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Alors, de quoi diable parle-t-il au juste? L'autre question, c'est que fait Scott Bessent en tant que porte-parole de la politique étrangère américaine? Je croyais qu'il était secrétaire au Trésor. Il est secrétaire d'État maintenant. Est-ce que c'est lui qui est chargé de la politique étrangère? Je veux dire, pourquoi font-ils seulement des commentaires? Pourquoi mettons le secrétaire au Trésor au premier plan? Et ça montre à quel point la Maison-Blanche de Trump est désorganisée, décousue, incohérente et franchement mal organisée. Là, ce que vous montrez, c'est de la pure propagande. Je veux dire, c'est incroyable. L'âge d'or, l'âge d'or, l'âge doré, l'époque des monopoles, c'est à ça qu'ils font référence. L'époque des Rockefeller, avec les Carnegie, les Mellon et les Rockefeller. Voilà les années glorieuses. J'imagine que c'est pour sa famille, parce qu'il roule certainement sur l'or. Oui. Enfin bref, pardon, je me suis laissé distraire par ça. Revenons à cette question. Au début de cet extrait, vous avez dit, vous savez, que nous faisions de bons progrès et que nous allions parvenir à un accord à tout moment. Alors on se demande peut-être s'il parle de quelque chose de précis. Mais il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties et je me demande si vous pouvez commenter tout cela, selon lesquelles il y a eu Ils le disent ouvertement, donc ce n'est pas vraiment surprenant. Mais s'ils élaborent, dans les 1 ou 2 prochains jours, une sorte de plan pour annoncer comment ils vont administrer le détroit d'Ormuz. J'ai entendu un reportage selon lequel les États-Unis, avec Steve Witkoff, auraient en fait participé à certaines de ces démarches en coulisses et ainsi de suite, parce qu'ils ont désespérément besoin de quelque chose. S'ils obtiennent quoi que ce soit entre l'Iran et Oman qui permettent de rouvrir le détroit, alors peut-être qu'ils pourront d'une certaine manière revendiquer une victoire là-dessus. Que savez-vous de toute cette dynamique? Eh bien, ce que fait l'administration Trump est assez évident, parce qu'elle ne traite pas directement avec les Iraniens. Mais il semble que pour ce président, ce concept soit élastique. Donc le maillon faible, c'est Oman. Les États-Unis ne peuvent exercer aucune pression sur l'Iran. Ils ne peuvent pas faire pression sur lui. Ils ne peuvent pas l'intimider. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas l'acheter, rien. Mais Oman, c'est différent. C'est un acteur beaucoup plus faible. Et les États-Unis s'efforcent donc fortement de faire pression sur Oman, d'essayer de le corrompre, de le rallier et de tenter de créer une situation où, au départ, il semble qu'Oman partage les responsabilités liées au trafic dans le détroit d'Ormuz. Et dès que cela fera plus ou moins l'objet d'un accord général, ce que Trump fera systématiquement, c'est intervenir pour modifier
en temps réel les détails ou la structure de l'accord. Puis il s'en servira en gros pour usurper la position d'Oman et en faire une position américaine, vous voyez. Ainsi, ce ne sera pas Oman et l'Iran qui géreront conjointement le détroit, ce sera l'Amérique, les États-Unis et l'Iran. Et bien sûr, les Iraniens rejetteraient cela d'emblée, et nous reviendrons alors à la case départ. Ce qui probablement ne dérangera pas du tout ce président, parce que nous sommes enfermés dans ce schéma de fausses négociations, puis de menaces d'anéantissement suivies d'une prétendue capitulation de l'autre camp, et ponctuée de poussées d'agression et d'escalade tous les 30 à 60 jours environ. C'est simplement un schéma qui paraît très clair quand on repense aux 6 derniers mois. C'est tout ce que les États-Unis peuvent faire. Et si vous y réfléchissez, Daniel, vu qu'ils sont à ce point à court de munitions essentielles, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est une campagne d'agression contre l'Iran de 7, 10 ou peut-être au maximum 14 jours. Mais ils ne pourraient le faire que tous les 60 jours. Parce qu'il leur faut du temps pour rassembler leurs ressources, positionner leurs munitions à distance et leurs bombardiers basés en Europe. Car ils n'ont plus vraiment les capacités dans le Golfe Persique de faire grand-chose. Et même utiliser Israël comme base de départ devient problématique pour les Israéliens. Mais ça n'arrêtera pas ce président. Il n'y aura pas d'accord de paix. Il n'y aura pas de grand moment de réconciliation. Il n'y aura pas de câlin collectif. Ça n'arrivera pas. Ça va se poursuivre pendant les élections de mi-mandat, puis jusqu'en 2027, parce que ce président et son héritier présomptif, quel que soit celui qui portera les couleurs républicaines, veulent pouvoir monter sur la scène des débats en 2028 et dire « Nous avons été fermes avec les Iraniens, pas comme ces démocrates. » Voilà comment ça va se passer. Et nous ferons tout pour défendre notre plus grand ami et allié, Israël. Voilà comment ça va se jouer dans le débat politique américain. Eh bien, je dirais que c'est ce que certains souhaitent voir se produire. Mais mon argument et ma crainte, c'est que même avant la fin de cette année, peut-être même avant ces élections de mi-mandat, à cause de ce graphique que vous avez montré ici, dont le titre est « Les missiles de précision à longue portée s'épuisent ». Mais si vous regardez le sous-titre, il est aussi question des intercepteurs. Les intercepteurs PAC-3, comme les intercepteurs THAAD, diminuent eux aussi à l'échelle mondiale. Donc nous ne pouvons pas nous engager là-dedans. Nous ne pouvons pas nous engager dans un autre échange majeur, parce qu'alors nous allons nous retrouver à court, au moins de ceux qui comptent, et nous allons devoir subir de plus en plus de pertes. Et l'autre moitié de cette équation, j'aimerais que vous la commentiez, c'est que d'après ce que j'ai vu, les Iraniens étaient en fait impatients d'en découdre. Ils espéraient que le week-end dernier, il y aurait cette frappe la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils étaient en position, prêts à anéantir toutes sortes de choses au Moyen-Orient. Cela les aurait placés, franchement, dans une situation où ils auraient pu encaisser le choc de notre part, puis en ressortir comme le camp qui ferait les rois, ou peut-être même comme le roi au Moyen-Orient. Mais ils ne l'ont pas eu. Et je ne pense pas que Trump puisse refaire le coup du « bon, je vais juste tirer un petit coup ici pour maintenir l'agitation pendant encore 30 jours », ou quoi que ce soit. Parce que, du moins, c'est ainsi que je le perçois, la prochaine frappe, ce sera le déclencheur qui poussera l'Iran à passer à la vitesse supérieure. Et après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Oui, c'est peut-être le cas, Daniel. Je ne dis pas que tout ça est bon pour l'Amérique. Je ne dis pas que ça va produire un résultat positif. Je dis simplement que la priorité numéro 1 de cette Maison-Blanche, c'est de ne pas avoir sur son bilan qu'il a présidé à un basculement majeur des rapports de force au Moyen-Orient, passant d'une domination et d'un contrôle américain à une domination iranienne.
Donald Trump fera tout pour retarder ça, pour l'empêcher, pour repousser le problème à la prochaine administration présidentielle, parce que ce sera, au bout du compte, son héritage dans les livres d'histoire. C'est lui qui, en gros, a remis le contrôle du Moyen-Orient aux Iraniens, et les Iraniens ont chassé les Américains sous Donald Trump. Donc, tout ce qui peut servir à arranger ce récit, à détourner l'attention, c'est exactement pour ça qu'ils ont exercé une pression si forte sur l'Arabie saoudite. Regardez le chaos insensé dans lequel l'Arabie saoudite s'est mise, rien qu'au cours des 2 dernières semaines. Ils ont étendu la guerre à l'Irak et au Yémen. Ça n'a absolument aucun sens. Alors ils font pression de manière extrêmement forte sur l'Arabie saoudite pour qu'elle devienne le bras armé local et qu'elle se remilitarise dans son rôle régional. L'Arabie saoudite était assez stable depuis 2023, avec un cessez-le-feu effectif avec les Houthis depuis 2023. Pourquoi diable mettrait-il cela en péril tout en déclenchant une guerre avec l'Irak? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Mais pour les États-Unis, ça veut dire qu'ils externalisent en quelque sorte, qu'ils cherchent à développer un nouveau relais en Arabie saoudite. Et de cette façon, ils peuvent simplement repousser l'inévitable. Je ne dis pas que c'est une bonne stratégie, c'est juste la seule qu'ils ont. Donald Trump voit tout comme des ressources, au fond. Et s'il a épuisé les ressources en Jordanie, il passe à la suivante. C'est comme un parasite. Il ira simplement chez le voisin, en Arabie saoudite. Et quand ils seront dans une situation désespérée et ne pourront plus remplir leur rôle, il dira « D'accord, faisons pression sur les Irakiens. Voyons, peut-on leur imposer des sanctions? Peut-on menacer de bloquer leur compte à la Réserve fédérale de New York, celui de leur fonds souverain? » Sur qui d'autre pouvons-nous nous appuyer? Peut-être qu'on va envahir Oman. Je veux dire, si les États-Unis vont déployer des troupes au sol, la cible la plus facile, c'est probablement Oman. Et ensuite, ils pourraient prétendre prendre la moitié du détroit. Et je suis sûr que cette option est sur la table. Vous allez voir, c'est pour ça que Trump a mis Oman, entre guillemets, dans l'un de ses récents tweets. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont inventer publiquement un récit selon lequel Oman n'aurait pas vraiment de revendications sur ce territoire, comme Ceuta et Melilla avec l'Espagne et le Maroc? C'est le genre de jeu auquel cette administration se livre sans fin. Alors laissez-moi vous poser une question. En fait, je n'y avais pas pensé. C'est une question préoccupante. Est-ce que les États-Unis ont désormais franchi, au sens où c'est déjà fait, le point où peu importe ce que dit le président Trump? Et si l'on démontre plus tard que c'est tout simplement radicalement faux ou n'importe quoi, est-ce qu'il n'y aura tout simplement jamais aucune conséquence? Parce qu'il y a aussi eu une autre interview que le président Trump a donnée hier, où il a de nouveau dit « Hey, le détroit va être ouvert très bientôt ». L'Iran, par exemple, n'aura jamais l'arme nucléaire. Ils ne le peuvent déjà pas, mais cela va être officialisé. Les détroits vont être ouverts très bientôt, ou alors ils vont être frappés très durement, et les détroits seront ouverts ensuite. Ils ne parleraient pas si nous ne faisions pas ce que nous faisons. Nous les avons frappés très très durement, mais le coup dur reste à venir, et j'espère que nous n'aurons pas à l'utiliser. Nous avons des discussions formidables, puis un type sort d'Iran et dit « Nous ne nous sommes pas rencontrés. Nous n'avons pas. » Il nie tout, toute la journée. Vous comprenez? C'est tout simplement incroyable. Nous n'avons pas parlé, diront-ils. Nous n'avons pas parlé du nucléaire. Eh bien, de quoi avons-nous parlé? On est assis là à se tourner les pouces, c'est ça? La seule chose qui compte, c'est l'action. Et ils veulent conclure un accord. Nous verrons ce qui se passe. S'ils ne concluent pas d'accord, ce sera vraiment dommage.
Enfin, il l'a dit 100 fois. Il l'a dit avant le week-end dernier, et ça ne s'est pas produit. Maintenant, il dit qu'il va leur donner une dernière chance. À un moment donné, soit vous devez intervenir et le faire. Enfin, laissez-moi reformuler. On dirait qu'à un moment donné, soit vous devez passer à l'action, comme il vient de le dire. Cette dernière action, soit les gens vont voir que vous êtes une fraude totale. Mais enfin, nous avons eu beaucoup d'expérience et beaucoup d'occasions d'en arriver à cette conclusion. Et pourtant, nous ne l'avons pas fait. Alors, est-ce qu'on entre maintenant dans une nouvelle ère où le président Trump n'a plus à se soucier de tenir parole parce que personne ne dira rien à ce sujet? Oui, donc je pense qu'il est complètement enfermé dans ce mode de performance face au public. Et je pense qu'il croit que le public américain croira tout ce qu'il dit, ou du moins que sa base de soutien le croira, et que Fox et tous les médias qui lui sont alliés ne remettront pas ça en question. Et peut-être que c'est ainsi qu'il l'interprète, même si cela ne correspond pas vraiment à la réalité. Parce que c'est comme ça qu'il se l'imagine dans sa tête, Navascope, et ça lui suffit peut-être. Peut-être que la solution serait de faire venir un psychothérapeute avec un grand divan et de faire suivre à Trump une séance de psychothérapie télévisée où le médecin pourrait lui demander « Ces négociateurs iraniens sont-ils avec nous dans cette pièce en ce moment? Si oui, que vous disent-ils, Monsieur le Président ?» Et on pourrait faire ça publiquement. Mais pour le moment, tout cela se passe en quelque sorte dans la tête de Trump. Il a une conversation avec lui-même. Et ensuite, il revient sans cesse à l'argument de l'homme de paille. On voit toujours cette réserve ajoutée à la fin de chaque déclaration. L'Iran ne peut pas être autorisé à avoir une arme nucléaire. Tout cela n'est qu'un élément de propagande totalement faux et frauduleux, injecté pour donner l'impression qu'il s'agit de négociations aux enjeux énormes. Car quoi de plus lourd de conséquences que d'autoriser ou non l'Iran à avoir une arme nucléaire? D'une certaine manière, cela justifie toute l'agression et tous les aspects illégaux de la guerre et de l'agression américaine. Empêcher, soi-disant, une menace nucléaire incontrôlable dans la région. C'est de la pure propagande. C'est une fabrication totale. C'est aussi ce que fait Israël. Les États-Unis, l'administration Trump et Israël sont donc parfaitement alignés dans leur propagande. Et c'est comme ça qu'ils contournent en quelque sorte, je pense, le fait évident que les États-Unis et Israël ont déclenché cette guerre. Je veux dire, Rubio et les autres parlent comme si l'Iran avait commencé tout ça. Et comme si l'Iran avait fermé les détroits juste parce que, vous savez, ils se sont levés un matin du mauvais pied. C'est la même chose quand l'Occident a prétendu que Poutine s'était levé du mauvais pied le 24 février 2022, comme si tout cela était arrivé de nulle part. Et c'est ce que font les méchants dictateurs. C'est ce que font les terroristes et les mollahs. Ils ferment simplement les voies maritimes. L'administration Trump s'appuie donc énormément sur tous ces récits mensongers, toute cette propagande et ces arguments fallacieux, le nucléaire étant le plus évident. Et c'est essentiel. C'est pour ça qu'ils l'ajoutent à chacune de leurs déclarations. Rien ne prouve que l'Iran ait jamais cherché à se doter de l'arme nucléaire. La communauté du renseignement américain est incapable de produire le moindre élément de preuve qu'il l'ait jamais fait. En réalité, dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, ils savaient que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Mais c'était une double garantie pour s'assurer qu'il ne le ferait en aucune circonstance. Et Trump a supprimé cet accord simplement parce qu'il voulait construire le récit qui permettrait d'affirmer que l'Iran le faisait, puisqu'il n'y avait plus d'accord international pour le contraindre, et ainsi ouvrir la voie à la guerre, ce qu'il a finalement obtenu lors de son second mandat. Donc je veux dire,
Je sais que beaucoup de gens vont penser « Oh, Trump était une colombe. Il était contre la guerre, mais Netanyahou l'a entraîné là-dedans. » À un moment donné, le président, son administration, les gens qu'il soutiennent ou qu'il soutenait, doivent assumer le fait que Donald Trump, lors de son premier mandat, a retiré les États-Unis du JCPOA à la demande d'Israël. Mais ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Le secrétaire d'État américain l'a fait. Le président lui-même l'a fait. Et cela a des conséquences. Ces conséquences sont devenues concrètes lors de son second mandat, pendant la première année et demie de ce second mandat. Ce n'est pas simplement « Oh, ça change d'une semaine à l'autre ». C'est une stratégie américaine que les États-Unis poursuivent depuis longtemps. Ils n'avaient tout simplement pas le président dont ils avaient besoin pour s'engager à fond là-dedans, aux côtés d'Israël. Trump, c'était cette personne-là. La politique a toujours été là. La stratégie a toujours été là. La stratégie visant à briser le corridor central entre la Russie, l'Iran, le Pakistan et l'Inde a toujours existé. Et maintenant, ils l'ont fait. La stratégie visant à démanteler les nouvelles routes de la soie chinoise a toujours été là. Et peut-être que ce président ne se concentre pas autant sur la question chinoise. Mais le prochain président pourrait le faire, parce que ce sont des objectifs à long terme de la grande stratégie américaine. Et on pourrait aussi parler de bien d'autres choses, des points d'étranglement stratégiques, des voies navigables essentielles, des axes commerciaux, de qui va les contrôler à l'échelle mondiale et pourquoi. Mais avant même d'en arriver là, il faut comprendre comment tout cela va se dérouler. Ces dernières minutes, où va-t-on exactement? Parce que je crois que c'était le vice-ministre iranien des Affaires étrangères qui, il y a quelques semaines, a publié un long message sur X. Il y affirmait catégoriquement que le détroit d'Ormuz serait toujours en notre possession et qu'il ne reviendrait jamais en arrière. Le professeur Marandi a déclaré ici, il y a quelques jours, que l'Iran continuerait de contrôler le détroit d'Ormuz, quoi qu'il arrive. Un contrôle conjoint avec lui à son niveau. Mais face à la coalition contre l'Iran, rien ne pourra passer sans que la République islamique en ait connaissance et y consente, et ainsi de suite. Donc, si le président Trump n'arrive même pas à faire semblant de reprendre un certain contrôle sur cette situation, nous ne pouvons pas laisser le détroit rester bloqué, même jusqu'aux élections de mi-mandat qui approchent. Enfin, une grande partie du problème a été masquée parce que, ironiquement, la Chine a réduit de 4 millions de barils par jour sa consommation et ses achats de pétrole. Nous avons puisé dans nos réserves stratégiques de pétrole. D'autres l'ont fait aussi. Jusqu'ici, ça a permis d'atténuer le problème. Mais ces réserves ne sont pas infinies. Et à un moment donné, si le détroit reste fermé, elles vont s'épuiser ou cesser d'être disponibles et ainsi de suite. Là, nous aurons un vrai problème. Donc, nous ne pouvons pas continuer à repousser le problème pendant encore trop de mois. Que se passe-t-il si nous ne le faisons pas? Nous le pouvons, mais nous avions exactement la même conversation, Daniel, en mars et en avril, et il repousse l'échéance. Nous avons dépassé juillet, maintenant. Le déclic était censé se produire à la fin juillet. C'est ce que tout le monde disait en mai. Et le déclic se produit si l'on regarde certains indicateurs clés à l'échelle mondiale sur le plan économique. Mais je pense qu'ils vont simplement continuer à repousser ça et, au fond, à osciller entre ces différentes tactiques de manœuvre. Et je ne dis pas du tout que c'est une bonne stratégie. Je ne dis pas que cela va produire le moindre résultat positif, certainement pas pour l'Amérique, ni pour l'économie mondiale. Mais c'est un président qui va simplement dire que les détroits sont ouverts, et toute sa coterie le dira aussi. On dira qu'on les a fermés, puis ils diront qu'ils sont ouverts. Ils pensent pouvoir créer la réalité simplement parce qu'ils ont tant de pouvoir sur des médias occidentaux serviles.
et des responsables politiques qui ont peur de s'opposer à cette administration. Mais en réalité, on ne sait jamais quelle est la vraie situation en écoutant les États-Unis. Et ils sont tout à fait contents, en gros, d'entretenir la façade selon laquelle c'est le cas, puis de mettre en place ces blocus intermittents contre l'Iran. Et les États-Unis peuvent évidemment continuer comme ça, continuer à perturber les choses, continuer à saboter plus ou moins la situation. Ils peuvent poursuivre ainsi pendant un certain temps, même sans disposer de vastes stocks de munitions et sans être revenus au niveau de stock d'avant le 28 février. Ils peuvent toujours jouer les troubles-fêtes. Et je pense que ce président va... C'est tout ce qu'il a à faire. Ce sont les seules cartes qu'il a à jouer, avec les sanctions. Et il continuera à jouer cette carte, j'en suis absolument certain. Il est hors de question que Donald Trump lève le drapeau blanc ou admette qu'ils vont faire des concessions, dégeler des avoirs iraniens ou d'ailleurs lever les sanctions. Personne à Washington ne lèvera les sanctions contre les Iraniens. Difficile de contester votre analyse sur ce point, et j'ai bien peur que nous devions en rester là pour le moment. J'apprécie vraiment les points de vue que vous avez partagés sur ces deux questions très importantes, dont aucune ne laisse espérer une solution à court terme. Mais c'est la réalité, et c'est ce que nous voulons nous assurer que les gens comprennent. Parce que nous ne nous laissons intimider par personne, et que nous ne faisons aucun compromis quand il s'agit de dire la vérité aux gens. C'est aussi pour cela que nous tenons à vous recevoir ici. C'était juste un rappel. Vous pouvez retrouver davantage de Patrick Henningsen sur 21stcenturywire.com et l'écouter dans l'émission Sunday Wire. Oh, il y a notre ami Ian Proud aussi. C'est un bon gars. Très bonne discussion. Vraiment. Très bonne discussion. Donc merci à vous et on vous retrouve aujourd'hui à 13h avec le professeur Ted Postol. Il va nous apporter une nouvelle fois l'une de ses grandes analyses, des choses que vous ne trouverez qu'ici, dans le Daniel Davis Deep Dive et dans aucun média d'information grand public. Alors, à tout à l'heure, 13h, dans le Daniel Davis Deep Dive. So we'll see you then at 1 o'clock on the Daniel Davis Deep Dive.